John Goodwin est un expert en analyse de preuves visuelles d'OVNI et producteur de télévision. Il a consacré une grande partie de sa vie à étudier des photographies d'OVNI. Lorsque vous interrogez monsieur et madame tout le monde, 9 fois sur 10, ils ont besoin de preuves. Quelqu'un qui raconte une histoire, ça n'a pas autant d'impact qu'une photographie. À cause des lumières brillantes émises sur leurs parois et sous leur structure et de leur taille énorme, ces engins ont été baptisés vaisseaux lumineux ou vaisseaux mers. Ce film a été tourné en Suède. Ce qui le rend si unique, c'est la forme inhabituelle du contour de l'objet. Très souvent sur les images, les ovnis apparaissent sous forme de lumière. Mais ce vaisseau-ci a une décharge de lumière colorée particulière sous sa structure, ce que l'on voit très rarement. On peut voir le vaisseau s'approcher pour ensuite passer derrière la colline et s'élever au-dessus des arbres au loin. C'est aussi très frappant de le voir sortir de derrière les arbres à répétition comme il le fait. Je dirais que ces images sont très rares parce qu'elles sont très claires. Encore une fois, on peut bien voir les détails sur le dessus du vaisseau qui est une sorte de dôme. Et il y a encore cette lumière brillante évidente. Il n'existe aucun véhicule aérien ayant cette forme. Bien qu'il y ait certains véhicules expérimentaux avec des formes particulières, il n'y en a aucun volant dans le ciel de cette manière. Il n'y a jamais eu autant d'images d'OVNI. Grâce aux caméras portatives, des caméramans à travers le monde saisissent des images extraordinaires d'apparitions inexpliquées d'OVNI. Ceci a été filmé du casino Rio à Las Vegas en 1995. On peut clairement voir un disque vibrant pendant que les éclairs s'abattent au loin. En regardant de plus près, on peut remarquer des détails renversants. On peut presque voir des hublots sur le côté et sur le haut de l'engin. Ici, nous avons un autre vaisseau qui a été vu dans le golfe Breeze, en Floride. On peut nettement le voir voler le long de l'autoroute, alors que notre caméraman Casco est sorti par la fenêtre de sa voiture pour capter les images. Il l'a suivi tant qu'il a pu, mais le vaisseau allait trop vite et la circulation était trop dense. Des apparitions de ce genre sont filmées partout dans le monde quotidiennement. Étonnamment, ces preuves visuelles ne reçoivent que peu ou pas d'attention de la part des médias et du public. Linda Moulton Howe est une journaliste scientifique récipiendaire d'un Emmy Award. Elle est l'une des autorités mondiales en matière d'OVNI. Elle a voyagé pendant des années pour enquêter sur le phénomène et d'autres événements paranormaux. Linda nous explique pourquoi des apparitions comme celle-ci demeurent ignorées du public. Les gens doivent se lever le matin pour aller travailler. Ils reviennent à la maison, préparent le repas, s'occupent des enfants, vont au lit et ainsi de suite. Comment peuvent-ils voir qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre d'important auquel ils devraient s'intéresser? Ils entendent parler de temps à autre, mais ils baissent les bras en se demandant en quoi cela les concerne. Malheureusement, il y a tellement de tabous dans notre société à ce propos que même en discuter est mal vu. Ça doit changer. Nous devons davantage discuter des preuves qui sont là et peut-être alors en viendrons-nous à des réponses satisfaisantes. La fin des années 50 a coïncidé avec l'entrée des États-Unis dans la course à l'espace. La NASA a sélectionné 7 pilotes d'essai pour devenir les premiers astronautes de l'histoire. Le major Gordon Cooper était l'un de ces hommes qui furent choisis lors du programme spatial Mercury. Son vol historique à bord de Fate 7 dura 34 heures. Il devint le premier homme à tourner en orbite autour de la Terre 22 fois. 3, 2, 1, 0, lift-off. L'astronaute Gordon Cooper a été accueilli en héros à son retour.
All I can say is that it certainly is a great honor to be invited here and to be presented this award. And thank you all very much. Aujourd'hui, Gordon Cooper se remémore son vol spatial historique. C'est très impressionnant là-haut. Et ça suscite l'admiration. Nous y voyons le gigantesque univers que Dieu a créé pour nous et on s'y sent tout petit. C'est une expérience d'humilité. C'est très impressionnant de regarder la Terre de l'espace. Avant que Gordon Cooper ne joigne les rangs du programme spatial, il a eu sa propre rencontre avec un autre type de voyageur spatial. En plein vol au-dessus de l'Europe centrale, son escadron de chasse a rencontré une formation d'OVNI. Il y avait un certain nombre d'engins extraterrestres qui volaient dans les parages en utilisant une formation similaire à la nôtre. Ils n'avaient pas d'ailes et il s'agissait de soucoupes qui pouvaient aller plus vite et plus haut que les nôtres. Nous ne pouvions pas savoir ce que c'était vraiment à part le fait que c'était des soucoupes métalliques. Certaines de leurs manœuvres, comme le déplacement rapide à l'horizontale, étaient impossibles à réaliser. Cette rencontre de Gordon Cooper avec des ovnis ne fut pas la seule. En 1958, il travaillait en tant que directeur de projet à la base aérienne de Edwards, en Californie. Il y avait une équipe de tournage travaillant pour moi sur un projet. Je travaillais sur un système précis d'atterrissage sur le bord d'un lac asséché. Elle filmait toutes les étapes de l'installation lorsqu'apparemment une petite soucoupe vola au-dessus d'elle, sortit une sorte de train d'atterrissage et atterrit dans le lac à une 50aine de mètres seulement. Mon équipe était expérimentée, elle était composée de caméramans habitués de travailler dans différentes conditions. Alors ils ont pris leur caméra et ont filmé l'engin qui a rétracté ses pattes et s'est bientôt envolé à grande vitesse. C'est alors qu'ils sont venus me raconter leur expérience. Je leur ai dit de développer leur film au laboratoire immédiatement et que je m'informerai à propos de la procédure à suivre pour rapporter l'incident. Ils sont enfin revenus avec le film qui m'a renversé. J'ai mis les négatifs de côté dans un sac et on m'a dit de réserver l'avion de notre commandant et de les emmener de toute urgence à Washington. Dans le but d'organiser des enquêtes publiques sur les ovnis, Gordon Cooper a écrit une lettre aux Nations Unies en 1976 demandant de l'aide. Sa lettre disait que nous étions visités par des êtres de d'autres planètes. Elle a été présentée au Conseil et ça a certainement éveillé beaucoup de gens sur un sujet dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Aujourd'hui, âgé de 76 ans, Gordon Cooper se remémore ses expériences. Cet univers est merveilleux et infini. Et nous sommes un peu idiots de penser que nous sommes les seuls à l'habiter. Je crois que c'est merveilleux qu'un homme si crédible sorte de l'ombre ainsi. Je crois que nous sommes dans une période où le public s'habitue à ces idées. Je pense que nous découvrirons des centaines de planètes qui sont habitées et qu'il y a différents degrés de civilisation. Certaines sont peut-être à notre niveau alors que d'autres sont en avance sur nous par des milliers, voire des millions d'années. Bien que certaines photos et images filmées exigent une analyse sérieuse, jamais personne n'avait apporté de preuves scientifiques concrètes, jusqu'à ce que, pour la première fois dans l'histoire, un homme se soit présenté avec des preuves tangibles d'une intelligence extraterrestre visitant la Terre. Roger Lear est un chirurgien de la Californie du Sud qui opère des patients depuis 30 ans. Jusqu'à maintenant, j'ai pratiqué 8 opérations pendant lesquelles un total de 9 objets ont été retirés. Ces 8 personnes prétendent toutes avoir été enlevées par des extraterrestres. En 1996, le Dr Lear a retiré un implant extraterrestre de la mâchoire de l'un de ses 8 patients. Un homme sur qui nous avons pratiqué une chirurgie afin d'enlever un objet à gauche de sa mâchoire était un entrepreneur privé et il avait été enlevé par un ovni.
Comme la plupart des gens qui ont déjà été kidnappés, le patient était réticent à se montrer en public. L'enlèvement laisse des traces chez ces victimes. Elles ont une peur bleue de raconter ce qui leur est arrivé. Elles craignent de passer pour des fous, de perdre leur emploi, de détruire leur carrière. Le souci matériel est non négligeable dans ces cas. Ce que vous êtes sur le point de voir sont des images montrant le retrait du premier implant. Nous devons vous avertir qu'elles ne sont pas pour les âmes sensibles. Premièrement, le chirurgien anesthésie le patient autour de la région où se situe l'implant. Et une fois que la première incision est pratiquée, des pinces chirurgicales sont apposées pour la garder ouverte. Ensuite, l'incision est approfondie et un instrument à rayon X permet de repérer l'implant sous la peau. Une fois l'implant localisé, une sonde est insérée et l'implant est finalement retiré. Le docteur nous fait partager ses extraordinaires découvertes pendant l'opération. Il n'y a aucune façon de savoir comment l'implant a été introduit dans le corps. En observant les tissus entourant l'objet, il n'y a aucune trace d'inflammation. C'est impossible, parce que tout corps étranger devrait provoquer une inflammation. Enfin, les tissus sont entourés d'un grand nombre de récepteurs nerveux qui sont anatomiquement incorrects. Une fois que la membrane biologique extérieure a été retirée, un objet triangulaire a été découvert. Cet objet étant lui-même entouré dans une autre membrane grise. Bizarrement, il était impossible de couper cette membrane avec quelque scalpel que ce soit. L'implant a alors été envoyé au laboratoire national de Los Alamos pour des tests métallurgiques. Nous savions que nous avions affaire à quelque chose d'extraordinaire lorsque nous avons reçu le premier rapport, car Los Alamos est un laboratoire de renommée mondiale qui ne nous aurait pas recommandé de poursuivre nos investigations si cela ne leur avait pas paru étrange. Ce fut donc une combinaison des éléments composant cet objet qui, je crois, les ont poussés à nous conseiller de commander d'autres tests. Les implants ont ensuite été envoyés à un laboratoire technique du Nouveau-Mexique pour de plus amples tests métallurgiques. Ils ont avancé qu'il pourrait s'agir de fragments de météorites. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été retirés d'un corps humain. Étonnamment, le laboratoire du Nouveau-Mexique a révélé que les éléments se retrouvant dans les implants étaient composés de météorites si rares que très peu d'échantillons avaient été trouvés. À ce point-ci, des analyses avec des microscopes scanners d'électrons furent pratiquées sur les implants. Les résultats démontrèrent qu'il s'agissait de météorites modifiées et non à l'état brut qui avaient été connectées aux terminaisons nerveuses des patients. Par la suite, une autre batterie de tests a été effectuée à l'Université de Californie à San Diego. Les rapports de l'Université californienne sont venus confirmer les rapports précédents. Une portion des métaux des implants analysés était de provenance extraterrestre. Certains éléments qui ont été retrouvés dans la combinaison étaient de provenance extraterrestre. Les preuves sont accablantes. Les implications sont renversantes. Dans chaque cas, les preuves ont été documentées et les résultats de tests sont bouleversants. C'est peut-être la preuve que la science attendait. Les conséquences de cette découverte sont internationales. Elles affectent chaque être vivant sur cette planète. Les implants ne sont pas le seul élément extraterrestre motivant les recherches du Dr. Lear. La plus grande découverte reste à venir. Dans le film classique La guerre des mondes, une soucoupe s'écrase dans un endroit reculé à la campagne. L'armée s'y retrouve rapidement pour enquêter. Cela pourrait-il arriver dans la vie? Selon certains, c'est déjà une réalité. L'incident de Roswell est unique dans les annales des incidents impliquant les ovnis parce qu'il s'agit de la seule fois où l'armée américaine a officiellement annoncé qu'elle avait capturé une soucoupe volante. En 1947, l'armée a émis un communiqué de presse confirmant la capture d'un disque volant. La nouvelle a fait le tour de la planète. Mais dès le lendemain, l'armée s'est rétractée
en déclarant qu'il s'agissait en fait d'un ballon météorologique. L'histoire de la flagrante dissimulation des faits de Roswell est probablement la plus connue. La théorie du ballon est un mensonge, ce qui a été confirmé par ceux qui étaient là. Le récit hautement médiatisé de Roswell a provoqué une énorme controverse. Qu'en reste-t-il maintenant? De la spéculation et des démentis de l'armée. Deux soucoupes sont entrées en collision en plein vol. L'une a explosé et est tombée dans un ranch à une centaine de kilomètres de Roswell, tandis que l'autre s'est affaissée dans les plaines de Saint-Augustin. Un témoin a rapporté avoir vu une brèche sur le côté de la soucoupe ressemblant à deux parenthèses accolées qui auraient bien pu être causées par une collision. Tous les résidents de Roswell aujourd'hui veulent oublier cette affaire. Ils en ont marre de ressasser les mêmes histoires. Pourtant, tous savent qu'il s'est passé quelque chose. Mais ils ne peuvent le prouver. Nous pourrions avoir affaire à l'une des plus grandes découvertes de notre temps. Selon plusieurs savants, ceci est un véritable morceau de la soucoupe de Roswell. Le morceau de soucoupe nous est venu d'un homme qui aurait assisté à l'écrasement à Roswell même. Ce matériau a été gardé secret pendant plus de 50 ans et il est montré au public pour la première fois. Ce fragment de soucoupe a de très intéressantes propriétés. Si vous le tenez et en trempez une petite partie dans de l'eau glacée, il se refroidira si rapidement que vous devrez le lâcher avant qu'il ne vous brûle les doigts. Le contraire est tout aussi vrai. Si vous faites de même dans un liquide bouillant, il deviendra si chaud que vous ne pourrez le tenir longtemps. Certains tests qui ont été menés à Roswell ont démontré que non seulement les implants avaient été fabriqués, ils avaient été par une chaleur extrême, plus élevée que celle du Soleil, possiblement dans une atmosphère hydrogénée. De nombreux laboratoires indépendants ont pratiqué de multiples tests sur les matériaux de Roswell. Ils furent effectués afin de déterminer leur composition atomique et leur origine planétaire. Les résultats finaux ont été obtenus par l'Université de la Californie à San Diego. Ce qui est incroyable, c'est que tous les éléments étaient d'origine extraterrestre. Quand j'ai vu sur les résultats que les ratios d'isotopes extraterrestres étaient en majorité, j'ai été renversé. Toutes les pièces de Roswell étaient de provenance extraterrestre. Une fois pour toutes, nous avons la preuve matérielle que nous avons été visités par eux. Lorsqu'il est question d'objets extraterrestres, l'une des grandes questions que se pose le public est de quelle façon les scientifiques peuvent-ils déterminer leur origine. Si par exemple de l'aluminium venant d'une planète X était soumis à un examen de laboratoire, comment les experts pourraient-ils déterminer que le métal n'est pas simplement d'origine terrestre? Les matériaux, quels qu'ils soient, ressemblent par analogie aux êtres humains. Si tous les êtres humains sont constitués des mêmes matériaux, ils n'en demeurent pas moins différents, à commencer par leurs empreintes digitales. De l'aluminium venant d'une planète X et de l'aluminium terrestre seraient constitués à coup sûr d'un même nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Par contre, leurs empreintes digitales, leurs isotopes, seraient différentes. C'est pourquoi, à coup sûr, nous pouvons affirmer l'origine extraterrestre de l'objet de Roswell et des implants prélevés par le Dr. Lear.